constituer des corps diplomatiques. Deux importants discours ont marqué cette séance de ce matin, à savoir le discours du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Arnaoud Ali, et le discours de politique générale du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Au terme de l'intercession du mois de février, l'Assemblée nationale entame aujourd'hui sa première session ordinaire de l'année 2014. Je remercie à cette occasion l'ensemble de nos invités qui sont présents parmi nous. Je leur exprime toute la gratitude des élus de la nation. Nous avons à ce jour un an révolu depuis notre dernière élection législative. Une année au cours de laquelle nous avons connu une situation politique tendue, faute de l'opposition. Mais que la posture actuelle de l'USN, j'aimerais vous parler de l'état d'avancement des travaux du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale, cher à nos députés. En effet, comme vous le savez, sans doute, la reconstruction de ce bâtiment a duré longtemps. Or, actuellement, les techniciens sont sur la phase finale, à savoir l'ameublement et la mise en place des équipements techniques, numérisation de l'hémicycle, mise en place du système de vote électronique, sonorisation multimédia. Et je pense que notre errance d'une place à une autre sera terminée, car le déménagement au nouveau bâtiment interviendra au plus tard dans les 2 mois qui viennent. Mais ne nous réjouissons pas si tôt, mesdames et messieurs les députés. Il est encore très tôt pour voir l'ensemble des élus confortablement installés. Au tout début de la reconstruction de ce bâtiment, la société en charge du projet avait prévu que le bâtiment abrite uniquement un hémicycle et 2 salles de réunion de commission. Toutes nos réclamations et contre-propositions de l'époque sont restées vaines. Et ce n'est qu'à la fin de la construction du bâtiment que nous avons pu exiger que des cloisonnements soient au moins réalisés dans les couloirs et les passages vides du bâtiment pour loger l'administration de l'Assemblée. Le bureau ainsi conçu pour l'administration reste d'ailleurs insuffisant et très exigu pour le personnel, tandis que les députés ne disposent pas, dans la situation actuelle, des bureaux. Normalement, dans le standard international, les députés disposent de 3 bureaux, un pour lui, un pour le secrétariat et un pour son conseiller. Je demande uniquement un bureau pour le député. J'avais fait pour le secrétariat un pôle secrétariat qui vont servir donc les députés. J'ai aussi fait des assistants parlementaires, un pôle d'assistants parlementaires. Donc il suffit que j'ai uniquement un bureau pour le député. Toutefois donc, nous travaillons à présent sans ménagement pour pouvoir obtenir du financement en vue de la construction d'un autre bâtiment qui devra à terme
abriter, entre autres, les députés, les salles de travail et les policiers chargés de la sécurité du Parlement. Monsieur le Premier ministre, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, en dépit d'une actualité politique particulièrement animée, l'institution parlementaire continue d'exercer ses prérogatives constitutionnelles sans embâche ni retard. Un an après le début de la présente législature, 2 députés USN sur les 10 ont rejoint leurs collègues à l'Assemblée nationale. Les 8 autres sont encore retenus en otage par les pseudo-religieux qui les menacent en permanence de ne pas intégrer l'Assemblée nationale. Ne pouvant créer leur propre parti à cause du principe constitutionnel qui interdit toute formation politique à caractère religieux, ils sont rejoints aux coalitions de l'USN. Ces pseudo-religieux, partie intégrante d'un mouvement tentaculaire international, sont commandés et financés de l'extérieur, agissant à Djibouti en qualité de section uniquement. Ils ont pour l'instruction d'user de la religion pour tenter de s'emparer du pouvoir. Ce mouvement a lamentablement échoué en Égypte, en Tunisie, et il est actuellement en difficulté en Libye et dans d'autres pays encore. Mesdames et messieurs, concernant la section djiboutienne de ce mouvement, ces tentatives ont avorté et ses auteurs mis hors d'état de nuire. Ces individus n'ont pu mener à terme leurs projets dangereux et menaçants grâce à la vigilance de la nation. Face à leur mentalité étrangère à nos valeurs humanistes et à nos principes de la démocratie, personne n'a été dupe, ni sur la portée réelle, ni sur la véritable motivation qui les guidait. C'est pourquoi les multiples tentatives de violence pour porter atteinte à la cohésion nationale et leur incitation à l'insurrection et à la sédition civile ont été rejetées par nos concitoyens. Quant au pouvoir public, il a veillé à lutter contre toute atteinte à l'ordre républicain et il a appliqué avec la plus grande fermeté et responsabilité les dispositions juridiques en vigueur. Pour conclure sur ce point, je voudrais dire que la nation, comme les institutions de la République, sont et demeureront inflexibles contre ces pseudo-islamistes. Et en ce moment, selon elle, le Parlement renouvelle sa ferme détermination dans la lutte contre l'intégrisme afin de préserver l'espoir pour demain d'une nation plus forte. Monsieur le Premier ministre, comme nous le savons tous, le Parlement est, dans toute démocratie, un maillon incontournable de l'état de droit. L'institution parlementaire demeure un important creuset dont la mission, je dirais même la raison de son existence, est d'œuvrer au bien-être collectif, au renforcement de la démocratie et à l'épanouissement de la nation. Le calendrier constitutionnel régissant les travaux parlementaires offre par intervalle de symboliser la place singulière du Parlement et l'importance de ses prérogatives. Au menu des activités de ces sessions figure en premier lieu la déclaration de la politique générale qui nous sera présentée tout à l'heure par le Premier ministre. Cette déclaration sera suivie d'un débat dans les jours qui suivent. Outre nos travaux habituels, des activités spécifiques
seront également réalisées au cours de cette session. Il en est ainsi l'organisation pour la 4e année successive de la caravane parlementaire ou encore la tenue du caucus de femmes djiboutiennes, l'organisation des ateliers et des séminaires pour renforcer les capacités des députés et à terme améliorer le travail parlementaire. Monsieur le Premier ministre, honorables distingués invités, le Shabab frappe encore Mogadiscio. Ces terroristes qui attaquent de façon aveugle et sans distinction ont tué et blessé de nombreux innocents à l'intérieur de la villa Somalia au moment de la prière du vendredi le 21 février. Un soldat djiboutien était parmi les victimes. Le 27 février, c'est un restaurant qui a été attaqué à 1 heure de grande influence avec une voiture bourrée de dynamite. Il y a eu 12 morts et 7 blessés. Nous renouvelons en ce moment solennel nos condoléances aux familles et aux proches des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes odieux et barbares et nous réaffirmons notre solidarité avec le peuple et les autorités somaliennes dans cette épreuve tragique menée par ces forces abjectes et lâches. Bien que le mot me manque pour dire notre profonde consternation devant ces crimes immoraux et contraires à tout précepte religieux, nous nous devons de redoubler de vigilance contre ces assassins qui agissent principalement dans notre région de l'Afrique de l'Est. Je vous remercie, monsieur, de votre vote. Bien, la parole est au Premier ministre. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués civils et militaires et religieux, Mesdames et Messieurs, je mesure parfaitement l'honneur qui m'est fait de me retrouver aujourd'hui parmi vous à l'occasion de la présentation du programme de politique générale du gouvernement. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous tous. Cette année, plus qu'une autre, en effet, fait ressortir une étape supplémentaire dans cette marche démocratique que le président de la République conduit inlassablement. Au cours de cette séance plénière, il nous faut saluer l'entrée de certains députés de l'opposition dans cette enceinte de l'Assemblée nationale. Cela va nous donner l'occasion de débattre également avec eux dans cette enceinte parlementaire sur les différentes initiatives de l'action gouvernementale dans le respect des uns et des autres. Je veux rappeler que le gouvernement accepte de dialoguer avec toutes les parties de l'opposition légaux. Et quel que soit le nombre de leurs représentants, il a pour eux la même considération, car ils sont tous élus du peuple djiboutien. En effet, chaque Djiboutien compte pour le gouvernement. Nos compatriotes nous ont témoigné de leur grande maturité politique à plusieurs reprises, notamment en rejetant la violence et toute forme d'extrémisme religieux. Nous devons leur démontrer en retour que les représentants qu'ils ont élus à l'Assemblée nationale
répondre à leurs attentes avec la même dignité. Vous savez que les discussions se sont déroulées entre les partis de la majorité et les partis de l'opposition depuis plusieurs mois. Nous avons voulu le faire dans la légalité avec un esprit de conciliation nationale. Le fait de dialoguer est déjà un progrès constaté au cours de ces négociations. Nous voulons engager un dialogue sincère entre Djiboutiens, mais chaque fois les membres de l'opposition interprètent cette ouverture politique comme un acte de faiblesse. Ils se trompent et trompent aussi ceux qui le croient. Le gouvernement accepte de dialoguer parce qu'il est fort et uni. Mais je sais aussi que d'autres opposants ne veulent pas s'engager politiquement en respectant les règles démocratiques. Ils préfèrent plutôt vouloir essayer de satisfaire leurs intérêts en créant des troubles et des malheurs à d'autres Djiboutiens. Bien évidemment, une fois encore, je confirme ici que le gouvernement restera ferme à l'égard de tous les provocateurs et leurs commanditaires. La sécurité des personnes et des biens est une des premières règles à respecter en démocratie. Elle sera assurée sans faille car nous voulons progresser sur cette voie. Ce jeu des provocateurs de certains partis de l'opposition est évident. Ils n'ont aucune considération pour les vies de nos compatriotes. Ils s'allient à tout type d'aventuriers, comme encore récemment à des mercenaires érythréens qui ont été mandatés par ceux qui veulent tuer nos concitoyens. Créer des troubles et des morts comme ils ont voulu le faire à Tadjoura, à la veille d'un rassemblement interdit de l'opposition, en prenant pour cible des populations civiles de cette ville, est caractéristique de la considération que ces opposants ont pour les plus démunis. Mesdames et messieurs, vous savez que je suis plutôt porté à utiliser un langage de vérité, même si je sais que ce n'est pas toujours agréable à entendre pour certains. Mais je tiens à reporter des faits réels. Quand je dis qu'il existe des extrémistes qui ont d'autres souhaits que de participer à un processus démocratique, c'est que leur agenda de négociation le prouve. Dans un de ces agendas était demandé la libération d'un autre mercenaire érythréen d'origine éthiopienne. Vous imaginez notre réaction. En fait, ils ne pensent que satisfaire leur orgueil et en donnant des interviews sur la radio Al-Furqan appartenant au Shabab, dont tout le monde sait qu'ils font l'apologie du crime et qu'ils commettent des attentats contre leurs frères musulmans dans les mosquées. Il est temps maintenant pour eux de choisir entre le respect des règles démocratiques et la collusion évidente avec les ennemis de la République. Je souhaite pour ma part qu'un plus grand nombre possible des responsables de l'opposition légale se désolidarisent de ces criminels et puissent prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs électeurs. Ceux-ci se sont déplacés aux dernières élections pour les élire et souhaitent dans leur grande majorité de le voir siéger dans cette enceinte parlementaire. Mesdames et messieurs les députés, la politique gouvernementale est menée avec cet esprit qui nous anime de dialogue et de construction de notre avenir. Aussi, je vous annonce que le gouvernement a décidé non seulement de faire un bilan de ses actions, comme cela a été fait dans le passé, mais également de mesurer les avancées des engagements ministériels. Le but est d'améliorer notre gouvernance. Le chef de gouvernement, avant de faire organiser un autre séminaire de l'action gouvernementale, comme en 2002 et en 2009, il a tenu à ce qu'au préalable, les engagements de chaque membre du gouvernement qui avaient été relevés dans le précédent séminaire
soient analysées, mesurées et commentées. Cela se fera en premier lieu par les départements ministériels concernés eux-mêmes. Nous savons que tout ceci résulte de la volonté du président de la République d'être au service du peuple djiboutien. Il en est de ce fait leur plus grand défenseur en corrigeant les défaillances et les faiblesses. Assurément, le gouvernement aurait pu, à juste titre, se satisfaire de ce qui a été accompli dans tous les secteurs. J'en rends d'ailleurs hommage à ceux qui ont y participé. Il est très facile pour chacun de nous de s'en rendre compte ou de s'en souvenir en comparant la situation actuelle à des photos ou des plans de notre pays en l'an 2000. Aussi, il aurait été aisé d'organiser un nouveau séminaire. Celui-ci aurait fait ressortir tous les nouveaux progrès accomplis dans chaque secteur. Mais le président de la République a demandé à ce que le gouvernement aille plus loin dans la réflexion politique. Le gouvernement ne se contente plus de la présentation des réalisations nouvelles. Il veut qu'elles soient accompagnées des réponses qui ont été apportées à toutes les questions posées par la société civile lors du précédent séminaire. Connaître les causes des objectifs qui n'auraient pas encore été atteints ou savoir pourquoi des lacunes administratives apparues lors du précédent séminaire ne sont pas complètement comblées aujourd'hui est important pour notre population. C'est donc un impératif pour le gouvernement de les relever pour y apporter une solution. En effet, nous comprenons parfaitement que les préoccupations petites ou grandes de la vie quotidienne de nos compatriotes doivent être prises en compte. La gestion du court terme est aussi importante que la préparation de nos grands projets d'avenir ou de réformes structurelles. Mais plus encore, le chef du gouvernement a demandé à ce que les réalisations de chaque ministère soient évaluées. Cette évaluation se fera en fonction de leur impact sur les priorités gouvernementales selon plusieurs critères, comme par exemple l'action sur la bonne gouvernance, sur le recul de la pauvreté ou encore sur la croissance économique. C'est pourquoi j'ai été chargé d'engager ce travail d'analyse et de coordination de tous les ministères. Un comité technique a déjà été créé. Il doit compiler d'abord ministère par ministère, puis secteur par secteur, toutes les réalisations accomplies en rapport avec les engagements et les remarques retenues lors des précédents séminaires. Ainsi, toutes les raisons à l'origine des engagements qui n'auraient été tenus que partiellement seront analysées, étudiées, afin d'en tirer les conséquences dans l'intérêt de tous. Mesdames et Messieurs les députés, ces résultats vous seront bien évidemment présentés afin que nous puissions en débattre. Vous êtes les représentants du peuple et il est du souhait du gouvernement de vous associer pleinement à la politique qui est conduite. Ceci répond à l'engagement du chef de l'État qu'il a pris lors du précédent séminaire devant les Djiboutiennes et les Djiboutiens. Il s'agissait d'engager un dialogue avec toutes les sociétés civiles qui puissent mener à la compréhension, puis à la solidarité et à l'enrichissement mutuel et enfin à la paix durable. Ceci correspond à sa volonté de démocratiser notre société chaque jour un peu plus. Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant faire un rappel parce que cela a été maintes fois constaté. Nous savons que le président de la République porte son attention toujours plus sur ceux qui ont des difficultés et des peines plutôt que sur ceux qui prospèrent. S'il est fier de voir développer notre pays grâce à l'action d'entrepreneurs dynamiques et compétents, il est constamment soucié de soulager les souffrances des plus faibles et des plus démunis qui restent encore en marge de notre développement.
de 2007, en pleine période de croissance économique, il avait lancé le programme de l'Initiative nationale pour le développement social. Aujourd'hui, pour donner un nouveau souffle et plus d'efficacité à la lutte contre la pauvreté, en mobilisant le maximum des ressources dans ce but, il a demandé d'axer notre programme d'investissement national uniquement sur la lutte contre la pauvreté. J'ai été chargé de le mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est le programme d'investissement national et que va-t-il apporter? Il est indiscutablement reconnu que notre taux de croissance économique moyen sur les 12 dernières années est supérieur à 5% l'an. Or, malgré cela, il ressort sur la base de l'évaluation de l'INDS, confortée par les résultats des enquêtes des ménages et des indicateurs sociaux obtenus en 2013, que le nombre de pauvres a gagné du terrain en valeur absolue. Certes, la forte croissance démographique et la crise économique mondiale de 2008 en ont certainement une responsabilité partielle. Mais c'est aussi dû au fait que la forte croissance économique enregistrée est encore insuffisante pour faire reculer la pauvreté. En effet, lorsque notre économie se développe, tous les Djiboutiens ne peuvent pas bénéficier de la même manière. Les grands projets économiques ont un impact réel pour nos grandes entreprises, nos diplômés, nos techniciens, nos ouvriers spécialisés, mais ils n'apportent presque rien aux populations des régions de l'intérieur ou des banlieues urbains périphériques de la ville de Djibouti, qui sont grossis par l'exode rural ou régional. Ces populations démunies ne peuvent donc compter que sur la solidarité nationale. Ils ont besoin de la mise en œuvre des petits projets spécifiques à faible rentabilité financière, parfaitement adaptés à leur savoir-faire. Voilà donc pourquoi la lutte contre la pauvreté est devenue la priorité absolue du gouvernement. Certes, elle répond en premier lieu à des raisons morales, mais aussi à des raisons sociales et économiques, afin de pérenniser dans la paix le développement économique moderne. Pour répondre à cette priorité absolue, il fallait donc un outil qui rassemble tout le gouvernement. C'est le programme d'investissement national que l'on dénomme brièvement le PIN. Le gouvernement a ciblé son objectif exclusivement vers la lutte contre la pauvreté. Les grandes orientations en sont définies par le président de la République. Il sera réalisé sur la période 2014-2017. Il débutera donc prochainement dès que les projets et les financements seront finalisés. Mesdames et Messieurs les députés, ce programme d'investissement national vous sera bien sûr présenté dans le détail. Mais je vais d'ores et déjà vous en exposer les grandes lignes caractéristiques. Le PIN s'alignera sur les politiques et stratégies sectorielles nationales et régionales. Il mettra l'accent sur le secteur de production, dont la croissance aura des effets significatifs sur le bien-être des populations démunies et sur la réduction de la pauvreté. Il permettra la mise en œuvre de projets ciblés sur les groupes particulièrement vulnérables, tels que les femmes et les jeunes. Il comportera des projets susceptibles de promouvoir un développement multisectoriel dans toute une zone de pauvreté rurale ou urbaine. Toutes les régions de l'intérieur seront prises en compte. Les quartiers précaires et déshérités de la ville de Djibouti et de sa périphérie en seront aussi bénéficiaires. Les collectivités locales et régionales y seront associées. Les principaux programmes concerneront la réhabilitation des équipements sociaux, l'accès à un logement décent, l'augmentation des capacités productives du monde rural, l'amélioration de l'assainissement et de l'alimentation en eau potable des zones défavorisées, la réduction de la vulnérabilité et de l'exclusion sociale des populations démunies par l'intermédiaire des filets sociaux
de sécurité. Il comprendra également des programmes d'appui à la jeunesse, comme le développement des équipements informatiques et de la connectivité. De nouvelles infrastructures administratives régionales et locales seront construites. En outre, ce programme d'investissement national aura pour avantage d'entraîner la mobilisation des populations bénéficiaires par l'intermédiaire des travaux à haute intensité de main-d'œuvre ou des groupements des petits entrepreneurs. Parmi tous les projets présentés seront choisis dans un premier temps les plus bancables pour mettre l'accent sur les possibilités d'améliorer les capacités productives durables. Notre objectif est de promouvoir une croissance autonome dans les zones de pauvreté. Les infrastructures économiques, productives et marchandes en milieu urbain ou rural, comme les petites routes, les gares, les marchés, seront réalisées pour permettre de faciliter les conditions de travail et de commerce des régions déshéritées. L'accès des populations pauvres aux services financiers et aux services de gestion sera facilité en offrant de nouveaux produits financiers et une assistance à la gestion. Des micro-entreprises et du travail indépendant permanent seront créés dans toutes les zones rurales, urbaines, défavorisées. La façon de soulager les souffrances du plus grand nombre de démunis de façon durable va donc se faire de deux façons. Faciliter l'accès des pauvres aux infrastructures socio-économiques de base et créer des emplois et des revenus dans toutes les zones défavorisées. Ceci concernera donc aussi bien les régions de l'intérieur ainsi que les banlieues et les extensions de Balbala. Ce qui est très remarquable, c'est que le nouvel objectif du gouvernement dans la mise en œuvre du PIN consistera à privilégier une exécution de la planification associée à un impératif des résultats. Dans tous les secteurs, ceci se vérifiera. La responsabilité de chacun sera plus transparente. En outre, la lutte contre la pauvreté, pour pouvoir être efficace, implique une approche transversale du développement social. Cette procédure permettra de ce fait la mise en œuvre des actions efficaces destinées à améliorer les conditions de vie des plus pauvres dans toutes les zones les plus défavorisées du pays. Enfin, le fait de rattacher la préparation et le suivi du PIN sous mon autorité donnera l'occasion d'assurer une meilleure coordination entre les départements ministériels concernés qui restent chargés de leur mise en œuvre. Il aura également la prérogative d'identifier immédiatement les lieux et les raisons d'un obstacle ou de lenteur dans la mise en œuvre d'un projet. Les populations défavorisées ne peuvent plus attendre. Il faut que le déroulement normal de mise en œuvre d'un projet soit accéléré. Les seuls privilèges à prendre en compte sont ceux des pauvres. Ce qui est important pour le président de la République, c'est de faire reculer la pauvreté dans le pays le plus rapidement possible. Nous devons tous ensemble nous atteler à cette tâche. J'ai déjà engagé des concertations avec tous les ministères pour leur permettre de définir leurs projets en fonction des critères de priorité retenus. J'ai exposé les éléments qui permettront un suivi et un contrôle des projets, facilitant l'évaluation de leur impact sur le recul de la pauvreté. Ainsi, le PIN n'apportera pas seulement une plus grande transparence et une meilleure coordination dans les réalisations des projets de lutte contre la pauvreté. Il permettra aussi de mettre en œuvre 3 fois plus de ressources financières avec près de 9 milliards de francs par an. Ceci constitue un véritable message d'espoir et de réconfort que le gouvernement adresse à nos populations démunies. Mesdames et messieurs, voilà donc les 2 grands chantiers nouveaux du gouvernement. Mettre en place une analyse transparente au cours des années, l'analyse transparente de la gestion gouvernementale au cours des années passées afin d'en tirer tous les enseignements pour y apporter des améliorations et mettre en œuvre un programme d'investissement national sur 4 ans destiné à lutter
efficacement contre la pauvreté. Deux grands chantiers qui témoignent de l'engagement du gouvernement dans le renforcement de la solidarité et de la bonne gouvernance de notre pays. Certes, mesdames et messieurs, la politique gouvernementale ne s'arrêtera pas uniquement à ces deux grands chantiers. Les grandes réformes administratives entreprises seront aussi poursuivies. Il s'agit d'abord de la mise en œuvre d'un identifiant unique pour chaque individu qui introduira des conditions modernes de gestion des populations. Un registre unifié biométrique qui sera ainsi établi pour toute la population. Il viendra remplacer tous les registres partiels existants, état civil, salarié, mariage et divorce au tribunal de charia, décès et enterrement, bénéficiaires des caisses de retraite, etc. Ceci est en cours d'exécution. Avec sa réalisation, il deviendra alors possible de moderniser la gestion des services publics. Je ne vais en citer que quelques exemples. L'état civil, les impôts, la santé, les permis de conduire ou l'emploi, par exemple. Il sera aussi envisageable d'engager de nouvelles réformes comme la création d'un système d'assurance maladie étendu. Un comité de pilotage a déjà été établi sous ma présidence. Une consultation engagée auprès d'experts nous fournira les éléments de la conception et de la préparation de ce registre national. Par ailleurs, la réforme de l'administration menée par le ministère du Travail poursuit son avancée. Son objectif est de permettre d'avoir une administration plus équitable au service des citoyens, et le mérite et le travail deviennent des critères d'appréciation des fonctionnaires. Des séances de formation sont mises en place pour harmoniser et perfectionner la qualification des responsables administratifs. Le fichier des fonctionnaires est en cours de mise à jour. Cette réforme de l'administration sera poursuivie jusqu'à son terme. Sur le plan financier et budgétaire, le gouvernement continuera sa politique de consolidation et de discipline budgétaire. Il maintiendra la viabilité de la dette et renforcera le contrôle bancaire en modernisant le secteur financier. Vous l'avez bien compris, toutes ces réformes ont pour objectif de constituer un cadre économique, financier et social stable permettant le développement d'activités du secteur privé génératrices de revenus et de création d'emplois. Ce sont des réformes de fond indispensables pour permettre un développement durable à long terme. Mais elles sont par ailleurs accompagnées d'une stratégie à court terme qui est menée parallèlement par le gouvernement. Cette stratégie à court terme est destinée à mettre immédiatement des moyens à la disposition des populations vulnérables qui ne peuvent pas patienter plus longtemps. Sans attendre les premiers effets de l'exécution du PIN, le gouvernement poursuit donc la mise en œuvre des projets déjà orientés vers la lutte contre la pauvreté. Aussi, par exemple, pour ce qui concerne les projets destinés aux populations les plus démunies, les travaux sont engagés pour améliorer l'environnement avec une haute intensité de main-d'œuvre dans la zone côtière d'Arta, d'Amerjog, quartier moustiquaire, quartier 5 ou encore à Adailou. Le nombre d'emplois créés sera doublé en 2014 avec 3 600 personnes concernées. Les activités communautaires seront poursuivies pour améliorer le comportement nutritionnel des femmes et des enfants, jusqu'à la mise en œuvre effective du PIN qui permettra de lutter à grande échelle contre la pauvreté. Les projets filets sociaux et les opérations caritatives permettront de soulager les familles des zones très pauvres. Dans toutes les régions du pays, 25 000 familles ont bénéficié de la distribution des vivres et 10 000 enfants orphelins de vêtements. L'accès aux infrastructures et équipements de base, le développement communautaire et l'amélioration au service de la microfinance complètent les actions en cours pour soulager les plus démunis. De nombreuses infrastructures sociales sont terminées ou sont en cours d'achèvement. Je vais citer par exemple le centre de développement communautaire dans tous les chefs-lieux des régions ou le centre de santé de Balbala, 12, 14 et 15. Ce sont des chiffres que les gens de Balbala connaissent bien ces quartiers.
dont le Djiboutien et l'identification, mais aussi les travaux en cours d'infrastructures urbaines, voirie, drainage, adduction d'eau ou éclairage public, électrification dans les quartiers anciens de Balbala. Nous devons faire reculer l'habitat précaire et les bidonvilles. Les conditions de vie de ces populations pauvres sont indécentes et inacceptables. L'électrification rurale doit également être signalée car les populations locales peuvent en apprécier les améliorations. Il s'agit des kits scolaires ou d'éclairage autonome de lampadaires par l'énergie solaire ou encore de la distribution de lampes solaires dans les régions. Le village d'Ali Addi a même bénéficié d'une mini-centrale électrique solaire que les bénéficiaires remboursent mensuellement. Les activités destinées à renforcer les capacités de communes et de conseils régionaux et des préfectures sont également importantes. Elles vont faciliter une participation plus importante des élus locaux et régionaux au développement du pays et renforcer les rapports avec les autorités centrales. Elles complètent aussi le renforcement des capacités des associations et ONG qui ont un rôle très important à jouer dans la mise en œuvre des projets auprès des populations très défavorisées. Enfin, le renforcement des capacités des jeunes déscolarisés dans le domaine des métiers d'artisanat ou de la conduite d'engins et de véhicules a déjà permis de concerner près d'1 millier de jeunes de Balbala, d'Arhiba ou des quartiers 7. Les créations de périmètres agro-pastoraux comme à Arta et à Ali Sabié permettent de promouvoir des pratiques agro-pastorales nouvelles pour les populations pauvres. De même, la réalisation des pépinières, des zones de protection de l'environnement et de gestion des déchets ménagers ont été améliorées plutôt la vie des familles vulnérables de Ali Adde, Assamo et Holhol. Tous ces projets qui sont faits pour améliorer la vie des populations dans les zones rurales et urbaines défavorisées ont reçu un financement soit national, soit par l'intermédiaire du Fonds social de développement, soit par l'extérieur de bailleurs de fonds. Cette aide des pays et des organisations amies est importante car elle permet d'accompagner de façon durable et solidaire notre développement. Le gouvernement l'apprécie et remercie le soutien international à sa politique de développement. Nous devons gagner le combat engagé contre la pauvreté comme nous avons déjà gagné le défi de lancer Djibouti sur la voie d'un développement régional moderne. Oui, bien que ce ne soit pas fini, nous avons gagné le défi de développement. J'ai dit cela parce que personne n'aurait imaginé en 2000 que Djibouti allait se développer en si peu de temps comme nous l'avons vu. 2 nouveaux ports, des programmes de logement dans tous les quartiers de la ville, une zone franche, l'hôtel Kempeski, un nouveau port à Tadjoura, un nouveau réseau d'assainissement urbain, l'extension du réseau routier à partir de nos ports de Djibouti et de Tadjoura, une interconnexion électrique des écoles, des collèges, des lycées, des universités, des dispensaires, des hôpitaux nouveaux dans tous les pays, une cimenterie à Ali Sabié, des investissements immobiliers privés dans tous les quartiers de Djibouti et des régions. La liste est loin d'être exhaustive. Mesdames et messieurs, le gouvernement sait parfaitement que ce travail n'est jamais terminé. Il faut sans cesse préparer l'avenir, souvent longtemps à l'avance. En effet, c'est bien notre développement économique moderne, avec une croissance forte, qui nous permettra de dégager les ressources nécessaires pour continuer à créer des emplois et de lutter contre la pauvreté. La marche en avant engagée par le président de la République paraît aujourd'hui inéluctable. Grâce à sa vision et son engagement, Djibouti sera un grand centre économique régional. Mais il faut pour cela préserver les conditions qui ont permis cet essor, la confiance que la communauté internationale nous accorde. La stabilité politique, économique, sociale et financière qui a été instaurée et la bonne gouvernance que le gouvernement est chargé de renforcer dans tous les domaines, tout cela sera protégé et défendu. Les perspectives pour lesquelles le gouvernement œuvre sont très prometteuses pour l'emploi et les jeunes.
et les nouvelles activités des entreprises petites et moyennes ou grandes. Le nouveau port de Tadjoura et la route qui le relie à l'Éthiopie vont créer une activité économique nouvelle qui aura des effets sur toute cette région. Le corridor du chemin de fer nord, qui évacuera les ressources minières du nord de l'Éthiopie vers le nouveau port de Tadjoura, continuera à transformer les territoires traversés de développement, toutes sortes d'emplois et d'opérations économiques. L'activité du fonds du Goubet sera aussi modifiée avec la construction d'un port chargé d'évacuer les ressources du lac Assal et la création d'un champ éolien. Le développement de la géothermie aura une forte incidence sur notre indépendance énergétique et un impact très positif sur le coût de l'énergie pour tous les pays. Mais il sera aussi à l'origine d'une nouvelle activité sur place autour de la centrale de production. Plus au nord, dans la région de Bok, un nouveau barrage d'écrêtement permettra aux alentours un développement agro-pastoral intégré pour les populations nomades. Des projets d'aquaculture seront générateurs d'emplois et de revenus, mais surtout la création projetée d'un atelier de réparation navale viendra à développer durablement cette région. Ce projet sera structurant sur le plan économique, entraînant des constructions de nouveaux logements, des dispensaires, des services administratifs, d'écoles et des routes. Le long de la route Djibouti-Galafi, des travaux seront entrepris pour renforcer et élargir la chaussée, pour développer les aires de repos et de stationnement. Ceci permettra d'assurer une meilleure sécurité routière et de voir l'émergence des petites activités économiques aux alentours. Dans les environs de Djibouti, les changements seront encore plus importants. Les activités du port de Doralé, de la zone franche et des zones de stockage pétrolière imposent déjà que des extensions soient faites. Une nouvelle zone franche sera préparée. Des dépôts pétroliers et une raffinerie seront construits dans la région d'Emer Diop. La création d'emplois et d'entreprises dans cette zone sera encore accrue avec la construction d'un port pour l'exportation du bétail en provenance de la région. Tous ces projets vont permettre de trouver des débouchés pour notre jeunesse encore sans emploi. Le schéma d'urbanisme de Djibouti sera adapté à cette rapide extension de notre capitale et prendra en compte toutes ces nouvelles infrastructures pour pouvoir contrôler et organiser le développement de la capitale. Dans le secteur du transport, la nouvelle gare ferroviaire du corridor sud et qui est en cours de construction sera installée à Nagad et le nouvel aéroport de Djibouti installé plus à l'ouest. Notre capitale a déjà beaucoup changé. Elle deviendra une grande ville moderne, sans commune mesure avec ce que nous avons connu et même avec ce qu'elle est déjà. Les investissements privés accompagneront ce développement dans le secteur du logement, du tourisme, avec la création de nouvelles infrastructures hôtelières de très haut niveau ou d'immeubles de bureaux. L'assainissement solide et liquide de la ville a déjà été amélioré. L'environnement urbain s'en ressent déjà et son amélioration sera poursuivie dans les différents quartiers. Pour avoir la maîtrise de ce fort développement urbain, le gouvernement a déjà prévu de satisfaire les besoins en eau potable de deux manières. La création d'une usine de dessalement de l'eau de mer et l'adduction d'eau potable depuis les réserves en eau douce d'Éthiopie. Ce dernier projet permettra également un développement agro-pastoral des territoires traversés par la conduite d'alimentation. Dans le domaine de l'alimentation en électricité, les sources de production ont été multipliées pour des raisons de sécurité, d'indépendance énergétique et de coûts. L'alimentation avec l'interconnexion éthiopienne a permis de répondre rapidement à la demande actuelle et au moindre coût. Les populations les plus pauvres en ont déjà profité. La géothermie devra assurer notre indépendance énergétique à long terme et réduire durablement les prix de l'énergie. Mais dans cette attente et pour des raisons de sécurité, l'énergie thermique ne peut pas être abandonnée. Une nouvelle centrale sera donc construite prochainement pour faire face à tout risque de coupure et d'approvisionnement.
Tout cela sera complété par l'utilisation complémentaire de l'énergie éolienne au fond du Goubet, comme je l'ai déjà indiqué, et par l'exploitation de l'énergie solaire. L'utilisation de cette dernière à grande échelle dépendra des avancées technologiques mondiales dans ce domaine qui permettront d'en améliorer la rentabilité. Mesdames et Messieurs les députés, voilà le projet d'avenir que prépare le gouvernement qui sera détaillé dans les documents intitulés « Vision Djibouti à l'horizon 2035 ». La mondialisation a instauré une concurrence impitoyable. Il faut sans cesse en être le meilleur. La différence se fait par la confiance que nous donnons dans notre stabilité et notre bonne gouvernance. Nous défendrons les acquis avec toute notre énergie car ils représentent les meilleures garanties pour notre avenir et pour notre jeunesse. Mesdames et Messieurs, cette défense de la paix est la base de la politique étrangère du gouvernement. Lutter contre la piraterie, le terrorisme et toute forme d'extrémisme est encore un engagement auprès de la communauté internationale soucieuse de paix et de démocratie. La République de Djibouti est incontestablement reconnue dans ce combat. Le gouvernement s'est associé à l'alliance qui est engagée aux côtés du gouvernement somalien pour y restaurer la paix. Nos militaires participent à la formation des forces somaliennes parce qu'il est de l'intérêt de tous d'avoir la stabilité et la paix dans toute la région conformément aux souhaits de la communauté internationale. Il ne faut pas laisser d'espace à ceux qui veulent créer des troubles et des luttes fratricides. Le seul combat qui doit être mené est celui contre la pauvreté. Pour cela, il faut maintenir la paix, car ceux sont toujours les plus faibles qui souffrent le plus de combats fratricides et de guerres. C'est pour cette raison que le gouvernement veut entretenir de bonnes relations dans un respect mutuel avec tous les pays de la région. Le rôle du président de la République pour le renforcement de la sécurité internationale a été encore prouvé lors de la conférence de Paris au début du mois de décembre 2013. Nos excellentes relations avec tous les gouvernements des grandes puissances étrangères méritent d'être soulignées. Tous ces gouvernements nous apportent leur soutien dans notre développement et nos avancées démocratiques. Je saisis cette occasion pour en remercier leurs représentants. C'est avec la même volonté de paix que nous souhaitons voir le règlement de tous les conflits qui secouent le continent et le Moyen-Orient, et plus particulièrement la Palestine. Mesdames et Messieurs les députés, la désinformation que certains veulent répandre doit être repoussée parce qu'elle détourne le peuple des véritables enjeux de développement. Le gouvernement compte sur vous pour rétablir la vérité. La République de Djibouti a su, depuis l'indépendance, éloigner tous ceux qui souhaitaient sa disparition et l'émergence d'affrontements fratricides. Aujourd'hui encore, faites savoir à nos jeunes que certains hommes politiques ne peuvent pas se faire remarquer que dans la haine et le sang. Faites savoir que le programme de développement du pays, loin des promesses démagogiques, ne vise qu'à asseoir le développement économique du pays dans la paix. Faites savoir que la vie des populations défavorisées va être améliorée et que des emplois seront créés pour notre jeunesse, pour qui les efforts pour leur formation et leur éducation seront poursuivis. Faites savoir aux femmes djiboutiennes que les droits que le gouvernement a voulu qu'elles obtiennent seront préservés et que leur intégration dans la vie politique, économique et sociale sera de plus en plus grande. Pour sa part, le gouvernement restera à votre écoute et prendra en considération toutes les idées et remarques que vous lui présenterez. Je m'y engage. C'est avec une réelle satisfaction que je participerai, avec tous les autres membres du gouvernement,
aux séances plénières, aux séances parlementaires pour conforter nos échanges et notre collaboration. C'est ensemble que nous vaincrons. C'est ensemble que nous ferons réussir pleinement la politique du président de la République pour notre développement dans la paix et la démocratie. Je vous en remercie.